Voici l'image que le monde entier connaît. 3 triangles parfaits, dressés sur l'horizon d'un désert figé dans le temps. L'Égypte, l'éternité, le mystère. Une carte postale que l'on croit universelle, indiscutable. Mais si cette image était un leurre? Et si, derrière les pierres, il ne restait qu'une mise en scène? Bienvenue en Égypte, ou plutôt, dans l'idée que nous nous faisons de l'Égypte. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. L'entendement. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent. Et les historiens le savent. C'était des foutues antennes. Des trucs pointus là. Les gens avaient l'électricité. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. L'histoire de l'Égypte antique nous a été transmise comme une vérité sacrée, un savoir figé, transmis de génération en génération. Mais d'où vient cette histoire? Qui l'a racontée? Et pourquoi? Depuis 2 siècles, archéologues, pays et voyageurs se sont disputés les ruines. Ce qu'ils ont construit, ce n'est pas seulement une science, c'est une narration. Un récit politique, économique, identitaire. L'Égypte pharaonique est devenue un outil, une vitrine, un produit. À quelques kilomètres au sud du Caire, il existe une pyramide dont presque personne ne parle. La pyramide rhomboïdale. Ah, apparemment même le nom n'est pas bon. Pyramide Ben Ben, c'est que les Égyptiens l'appelaient Ben Ben, parce qu'il imite la forme de la pierre Ben Ben. Pierre Ben Ben, il est connu, c'était un météorite, elle était à Héliopolis. Donc on a les documents qui parlent d'elle. Si vous voulez, dès le départ, c'est l'idée de surgir. C'est ça, la création de l'Égypte, surgir, et là-dessus, l'Égypte a été créée. Et la preuve que cette pyramide n'est pas un accident, la pente avec laquelle elle a commencé, 54 degrés, c'est la pente de Képhren. Képhren a bien construit, ça ne l'a pas empêché de monter. Pourquoi Snéfrou va s'écraser? C'est pour eux, c'est facile, pour les guides touristiques, c'est facile. Voilà, il a fait une pyramide, ça se casse la gueule, il a réduit la pente, voilà, pouf, il a laissé tomber. C'est un con, hein, Snéfrou. Il dit, ah non, 54 c'est trop. Puisque plus tard, son petit-fils l'a fait. Hein. Donc, c'est qu'il a voulu faire cette forme-là. D'ailleurs, on la voit, hein, c'est la pyramide qui est la mieux conservée d'Égypte. Elle a 70% de son revêtement, tellement bien construite que pendant des milliers d'années, on n'a pas réussi à la détruire. Cette pyramide dérange. Elle n'est ni parfaite, ni symétrique, parce qu'elle ne correspond à rien, ni aux standards esthétiques, ni aux attentes culturelles. Donc, il se casse la gueule, on réduit la pente pour réduire le poids. Mais on rajoute presque 400 000 m3 de pierre pour réduire le poids. Pour encore mieux casser, n'est-ce pas? Ça, on n'explique pas. On n'explique pas. Les gens n'expliquent pas. Les pyramides de Snéfrou à Dachour, parce qu'en fait, il y en a 3. Il y en a 2 grandes et il y en a une petite. Là. Enfin, petite, elle fait 26 mètres de haut. Si on prend leur volume en pierre, si tout ça ensemble est plus que Khéops et Képhren ensemble. Parce que Khéops et Képhren sont construits sur des montagnes. Une grande partie du volume est déjà là parce qu'il est sous forme de montagne, qui est retaillé. Alors qu'à Snéfrou, il n'y a pas ça. Donc quelque part, le travail chez Snéfrou, le volume de pierres utilisées est plus important. Il y en a plus à Dachour qu'à Giza. Mais alors, cette merveille est-elle à l'épreuve du temps? Car officiellement, la vieille dame porte de nombreuses failles. Les seules failles qu'on voit, et c'est là-dessus que beaucoup de gens se reposent, c'est une pierre qui est descendue. N'oublions pas que nous sommes sur un site de tremblement de terre, il y a un épicentre, donc ça a pu bouger. Dans la pyramide qui est au nord, des failles sont beaucoup plus importantes. Dans les chambres, on voit des blocs fissurés, vraiment. Mais celle-ci, elle ne s'écrase pas. Donc c'est la pyramide qui a plus de failles ne s'écrase pas. Celle qui a une faille, un bloc qui est descendu, ça elle s'écrase. Moi je ne vois pas. Franchement je ne vois pas. D'abord on ne peut pas démontrer que c'est arrivé à l'époque de Snéfrou. Donc on ne peut pas dire que parce que ça s'est craqué à cet endroit-là,
qu'il a réduit la pente. Si elle se casse la gueule, on s'arrête tout de suite, on arrête le monument en forme de trapèze. C'est une bonne forme, hein, c'est déjà arrivé, et ils ne sont pas arrêtés ici. En revanche, la deuxième partie, qui est à 43 degrés, fait 53 mètres, quelque chose comme ça. Ils ont fait plus haut, du coup l'ensemble fait 105. Alors maintenant, cette deuxième partie qui a été rajoutée, c'est quelque chose qui s'écrase. Le volume de cette partie rajoutée avec la pente réduite fait 380 000 mètres cubes de pierre. 380 000 mètres cubes de pierre. C'est-à-dire plus que toutes les pyramides de Djoser à Saqqara, qui est de 360 000 mètres cubes de pierre, à peu près. Donc, Snéfrou rajoute sur un trapèze, avec des craquements, ce qu'on raconte là, tout s'écroule, toute une pyramide à degrés. Bah, si ça s'écroule, on s'arrête. On rajoute pas. Mais alors, si sa forme est celle voulue par les constructeurs, Bent Bent a-t-elle été étudiée convenablement ? Cette pyramide, tout ce Dachau est resté dans les zones militaires pendant très très longtemps. Enfin, ça a été très peu étudié finalement. Et puis il y a une malédiction pour ces pyramides-là. Chaque fois que quelqu'un a fait des études, il est mort. Hein. Déjà en 1947, Abdel Salam, l'Égyptien, commençait les premières après la guerre. Donc. Parce qu'avant, on ne savait même pas qui était le roi. On n'avait pas le nom. Et on parle des années, fin des années 40. Et ce Abdel Salam, il est allé aux États-Unis pour faire des conférences. Il a eu un accident de voiture, il est mort. Son élève, Ahmed Fakhri, a recommencé les fouilles en 1954. Donc à cette époque-là, l'Égypte était un peu compliquée. Hein. C'était la crise du canal de Suez. Et puis il a fait des fouilles. Et là, il a trouvé donc le temple avec le nom de Snéfrou. Et seulement à ce moment-là, 1954, qu'on a su le roi qui a construit ces grandes pyramides, c'était Snéfrou, le père de Khéops. Mais on ne savait pas que c'était lui qui a construit ces pyramides très bien conservées. Et lui aussi, il est mort, Ahmed Fakhri. Et puis c'est fini, il a laissé 3 livres. Et donc, depuis les années 50, personne n'a travaillé dedans. Puis après, donc, il y a eu la guerre avec l'Israël, tout ça. Donc ça s'est devenu une zone militaire des années 50. Et c'était fermé. On ne pouvait même pas visiter, tout ça. Donc personne n'a étudié, personne n'a voulu étudier. Seulement dans les années 80, les Allemands ont commencé un peu à étudier la pyramide du Nord. Et puis voilà, c'est tout. Retour aux pyramides, je prends de la hauteur, je suis dans ma chrysalide, on se retrouve au cœur, même quand l'homme tombera, elles seront debout, à le regarder se détruire d'un air moqueur. Tout ce qu'a fait Snéfrou, c'est essentiel pour comprendre Giza. Autrement, on ne peut pas. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était très très haut. Et ce n'est pas juste 105 mètres, c'est exactement 200 coudées. C'est une hauteur voulue, chiffre rond, 200 coudées. Et les deux pyramides font la même hauteur. C'est-à-dire, ceux qui disent que là c'est un accident, on construit, ça s'écrase, et on arrive là où on arrive. Bah, comme par hasard, elle arrive exactement à 200 coudées. Et l'autre fait aussi exactement 200 coudées. Tout ça est programmé. Pour arriver à ça, il faut avoir telle pente, telle base, autrement on n'arrive pas à 200 coudées. Et arriver exactement, donc ça fonctionne comme un couple. Une chose que nous avons remarquée sur place, celle-ci possède 2 entrées. Cette configuration est-elle unique ? C'est pas la seule qui a 2 entrées, mais c'est la seule qui est un couloir du côté nord et un couloir du côté ouest. Le couloir du côté nord, ça s'explique facilement. Parce que le roi, une fois ressuscité, il ne faut pas le voir comme une descendrie, il faut le voir comme une sortie. Donc le roi, parce que c'est plus un roi, c'est maintenant une divinité ressuscitée, il sort en fait, il va vers le nord pour rejoindre ses ancêtres, les étoiles circumpolaires. Donc la sortie du roi Dieu maintenant, ressuscité vers le nord, se comprend. Même si ce couloir est bouché, il y a des bouchons. Le couloir n'est pas vide, c'est pas ouvert comme maintenant, c'était fermé. Lui, les divinités royales, le Dieu roi, peut sortir même si c'est bouché. Maintenant, il faut expliquer le côté ouest. Qu'est-ce que c'est ce couloir ? Le roi, une fois ressuscité, il passe d'une chambre qui est dans l'autre monde, dans l'au-delà, ce qu'on appelle droite. Il passe dans la chambre centrale, à l'apex, qu'on appelle l'horizon. Si on veut sortir depuis la terre pour rejoindre le ciel, on passe par l'horizon. Mais avant de faire ça, il va se faire juger. Il y a ce qu'on appelle la chambre de jugement. Et là, il rencontre Osiris. À l'époque de Snéfrou, on n'a pas encore la preuve qu'il y a Osiris. Mais on n'a pas une preuve écrite, quoi. Le premier document qui parle d'Osiris, on a la 5e dynastie. Donc moi j'imagine que ce couloir est pour Osiris, pour qu'il rentre, rejoindre Snéfrou pour le jugement. La poésie de Monsieur Dobrev est l'antithèse du monde dans lequel les pyramides nous observent. Chaque année, des millions de touristes viennent chercher une émotion, un vertige, une certitude.
le gouvernement égyptien, conscient de cette demande, vend un passé figé. Il préfère entretenir un rêve rentable plutôt que d'accepter la complexité historique et d'envisager des dépenses pour le développement et l'entretien de son patrimoine millénaire. On est sur un monument qui a clairement pas la même réputation que les pyramides qui se trouvent derrière moi à Gizeh, qui est esseulé puisqu'il se trouve à Dachour, à 25 km du Caire. C'est un monument qui est clairement magnifique. On est soufflé par la capacité que l'homme a eue de construire ce bâtiment. On se rend compte de la difficulté qui a été nécessaire à sa construction. Et quand on se trouve à l'intérieur, c'est d'autant plus impressionnant que tout ce qu'on va retrouver dedans paraît bénin, alors que c'est toute la complexité de l'édifice qui est sous nos yeux. Et malheureusement, le peu de touristes qui vont sur ce site pour en profiter de la vue, de la photo Instagram, ils ne se rendent absolument pas compte de ce sur quoi ils posent les yeux. Ah bah oui, on fait le selfie et puis on s'en va. Parce qu'on ne l'explique pas. On raconte, ça s'écrase, ça s'écroule. Donc ils vont voir, ah tiens, ça s'écrase, voilà, c'est tombé, voilà, et puis on s'en va. On a quand même une civilisation pharaonique qui s'étend sur presque 3000 ans, avec une certaine continuité culturelle. La plupart des gens, effectivement, imaginent mal la complexité de l'histoire égyptienne, parce qu'on regroupe tout dans le même paquet, tous les pharaons, on ne fait pas la différence entre la vallée des rois et les pyramides, c'est la même époque. C'est du tourisme de consommation ardent. Le Caire et l'Égypte doivent potentiellement, bien évidemment, en jouer, puisque c'est leur fonds de commerce. Et c'est, je trouve, vraiment navrant de se retrouver au cœur du berceau de l'humanité et que ces sites ne soient pas étudiés de la meilleure des manières afin qu'on en perce les secrets et les potentiels mystères. Toute la communication qui va tourner autour de ces différents édifices et des différentes périodes qui leur sont liées reste une communication finalement très distillée dans le temps, avec des bribes d'informations que le public va pouvoir capter petit à petit. Touriste moyen, quand on dit Égypte, il pense pharaon, pyramide, Toutankhamon. Il ne voit pas le détail, bon, c'est un peu normal. L'enseignement de l'histoire de l'Égypte en France, il est très limité, il y a à peine effleuré en 6e. Donc si quelqu'un n'a pas fait l'effort de se renseigner un petit peu, effectivement, on reste sur une image. De l'idée qu'on se faisait de la construction des édifices derrière moi par des esclaves, où finalement cette imagerie a mis plus de 40 ans à arriver aux oreilles du public, alors que les professionnels étaient au courant depuis déjà bien longtemps que ce n'était pas le cas. On ne peut pas exiger de tout le monde qu'ils connaissent les pyramides, enfin ils connaissent les pyramides en tant que telles. Mais derrière, qui est le roi, quelle est son histoire, tout ça, bon, c'est une autre affaire. Puis il y a beaucoup de on-dit. Les pyramides surtout, c'est pris toujours par des côtés. Centrale électrique, terrain d'atterrissage pour les extraterrestres. Bon, il y a plein de théories variées. Mais je crois que c'est vraiment au 19e siècle que ça a démarré le plus fort. On veut que ce ne soit pas les Égyptiens. On cherche des explications, on nous cache ça c'est le côté, on dit toujours on a des mystères, on nous cache. Bien sûr, il y a des mystères qu'on essaie de résoudre. Il y en a qui s'y font de la monnaie quoi, avec ça. Ils racontent tout et n'importe quoi, soi-disant scientifique. Je sais pas, ça attire toujours. Ça, ils veulent pas entendre des explications plus claires, plus logiques, plus qui ont de sens. Quoi. Dès qu'on commence à dire des choses, ah ça c'est traditionnel, c'est pour ça qu'on appelle l'Égyptologie traditionnelle, n'accepte pas telle ou telle explication. On a fait plein de choses, on cherche toujours les chambres secrètes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on cherche Khéops, on cherche. Très souvent des gens ils disent je suis rentré de la pyramide, le sarcophage était vide. Mais pourquoi cherche-t-on la momie de Khéops? Il ne doit pas être là. Il est monté dans le ciel, c'est devenu un dieu. Qui cherche le corps du Christ? Personne. On accepte tous, là, c'était Pâques il n'y a pas si longtemps que ça, on accepte tous que Christ est monté dans le ciel avec son corps. C'est un peu la même chose. En revanche, c'est ce qu'il faut se poser la question, c'est la momie de Toutankhamon qu'on voit, ça veut dire qu'elle n'a pas pu monter. C'est un roi qui n'a pas ressuscité, qui n'est pas monté dans le ciel. Même si on parle plus de lui, finalement, c'est pas le bon exemple. Si notre vision de l'Égypte est déformée, ce n'est pas seulement la faute des livres, c'est aussi celle des écrans. Ok. Hollywood a projeté une Égypte mythique, grandiose, fantastique. Une Égypte de temples immenses,
de prêtres maléfiques et de pharaons surpuissants exploitant leur population. Cette fiction est devenue plus vraie que la réalité. Ces images servent aujourd'hui de base à notre imaginaire collectif. On ne visite pas l'Égypte, on visite un film. Effectivement, on reste sur une image, celle qui est véhiculée par le cinéma, celle qui est véhiculée par les documentaires, et qui est un peu simpliste, c'est vrai. Les documentaires donnent pas forcément une image faussée, mais donnent une image biaisée, parce qu'elles sont sur un angle. Et très souvent, les documentaires, ils sont sur l'Ancien Empire, sur les pyramides. Donc on a toujours cette même image qui est mise en avant. Et l'Égypte, c'est pas que l'Ancien Empire et c'est pas que les pyramides. Donc ça, c'est un peu dommage. Les films, oui, mais les films, encore une fois, c'est de la fiction. Les films faussent totalement l'image qu'on a de l'Égypte. Je veux dire, je pense que pour toute une génération, les pharaons, ils ressemblent à Yul Brynner. Je veux dire, c'est simple. Et Cléopâtre ressemble à Elizabeth Taylor. Enfin, je veux dire, c'est une culture populaire. Même si je prends Cléopâtre, parce que c'est un très très bon exemple de film. Quand on regarde sur quoi le réalisateur Mankiewicz et les scénaristes sont appuyés, ils sont appuyés sur les sources romaines. Donc ils les citent à la fin, ils citent Suétone, ils citent Satyre, etc. Donc évidemment, déjà ils donnent la vision de l'Égypte des Romains, ce qui est déjà faussé, mais qui va servir ensuite au grand public à se dire, bah l'Égypte c'est ça. Donc effectivement, ça fausse les connaissances. Mais bon. C'est cette idée des esclaves, elle est venue par le cinéma. Il y a un message politique à l'époque. On part dans l'Égypte ancienne, qu'on amène des prisonniers vivants, qu'ils soient tous utilisés pour le construire des pyramides, c'est possible. Mais aussi, c'est le peuple égyptien qui participait. Être bâtisseur de pyramides, c'était un beau boulot. C'est un peu comme en France, les bâtisseurs des cathédrales. On ne peut pas dire qu'en France, on utilisait des esclaves, on les battait pour construire Notre-Dame de Paris. Les gens étaient motivés, c'était une œuvre pour le Fils de Dieu. Ça fonctionne pour tout. Je veux dire, les films sur la Seconde Guerre mondiale, Le jour le plus long donne une image faussée du débarquement en Normandie. Enfin, soyons clairs, c'est logique. L'égyptologie n'est pas un champ libre. C'est un terrain miné. Entre les pressions étatiques, les enjeux financiers et la compétition internationale, l'aspect économique prend le pas sur la vérité historique qui devient accessoire. Certains chercheurs préfèrent se taire, d'autres désertent, d'autres encore adaptent leur discours. Parce qu'en égyptologie, remettre en question des certitudes, c'est prendre le risque de perdre sa crédibilité, à l'inverse d'autres sciences. S'attaquer à l'histoire officielle, c'est s'attaquer à une identité nationale, à une fierté, à un mythe. L'intérêt de l'Égypte au sens du gouvernement égyptien, c'est d'attirer des touristes, c'est clair. Plus il y a de touristes et plus ça fait d'argent qui rentre. Donc dans ce sens-là, oui, on peut dire que passer le mystère, c'est toujours très bon pour attirer les touristes. Ceci dit, les responsables de l'égyptologie égyptienne luttent contre ce genre de théorie aussi. Donc si on veut attirer les gens qui viennent 2, 3, plusieurs fois en Égypte, il faut valoriser notre site. Il faut valoriser les sites de Moyen-Égypte, il faut créer des structures, et puis il faut amener les Égyptiens à fier de leur patrimoine, ce qui paraît assez logique. Parce que le tourisme, c'est pas que la visite des sites, c'est les restaurants autour, c'est les sociétés d'autobus, ceux qui vont vendre des souvenirs, enfin, c'est tout un écosystème. Et si cet écosystème, il ne fonctionne que parce que la société d'autobus, elle a réussi à avoir la liaison entre 2 sites parce qu'elle a payé un bac chiche, ça va pas aider. Alors que si au contraire c'était un truc ouvert et qu'on pouvait offrir des services meilleurs sans avoir besoin de passer par corruption, ça permettrait de mieux fonctionner. Je pense que le problème principal, il n'est pas tant de nuire à la recherche, ça nuit à la recherche, évidemment. On a déjà parlé, ça pousse des recherches dans des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs qui aujourd'hui seraient les plus intéressants pour comprendre les choses, mais ça nuit déjà aux Égyptiens. Donc déjà, si on pouvait commencer par ça, ce serait bien. On parlait de Zahi Hawass. Zahi Hawass, c'est quelqu'un qui, malgré tous ses défauts, a la qualité d'avoir toujours dénoncé la pseudo-égyptologie pour ce qu'elle est. Déjà, il y a un problème de fonctionnement. Que des gens restent à la direction de la recherche pendant des durées qui dépassent 10-20 ans, c'est trop. Parce qu'évidemment, ils vont mettre en place un système. Zahi Hawass, qui est quelqu'un qui a produit la recherche. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Enfin, bon. Il a mis en place un système, il a joué notamment du pouvoir en place, je veux dire, pour bénéficier de ce système. Et évidemment, le fonctionnement logique et démocratique d'un système comme celui-là, c'est qu'au bout de tant de temps, la direction d'une administration, on s'en va. Il est évident que avoir des statuts de commandeur comme ça n'aide pas à faire avancer et à promouvoir
des recherches nouvelles. Ce qui fait avancer, ce qui valorise la recherche, c'est la remise en cause de ce qui a été fait avant. Tout étudiant en histoire, en archéo, des premières choses qu'on vous dit, si c'est pour recopier ce qu'a fait le professeur au-dessus, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça a déjà été fait. Je veux dire, il faut vous remettre en cause. Je pense qu'il y a quelques chercheurs qui pourraient en témoigner, que ceux qui essayent de vulgariser, soit par un blog, soit sur les réseaux sociaux, sont assez souvent agressés verbalement. Au-delà du problème de la corruption qui est derrière. Parce que la société égyptienne, malheureusement, il suffit de voir les rapports qui sont faits sur les ONG qui travaillent sur la corruption, la société égyptienne est une société assez corrompue, et le milieu culturel aussi corrompu. Donc évidemment, tout ça gêne beaucoup la recherche. Ce qui serait, à mon sens, quelque chose, une vraie avancée, c'est que d'abord, c'est de à la fois mieux valoriser le patrimoine égyptien, mais de mieux le valoriser d'abord pour que ça rapporte aux Égyptiens, parce que c'est quand même leur patrimoine à eux. Mais disons que c'est un sujet extraordinairement passionnant de travailler sur l'Égypte. Ça reste un petit cercle. L'essentiel du patrimoine égyptien, il doit revenir aux Égyptiens. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel. Et que, évidemment, si on mettait mieux en valeur les sites... C'est souvent un peu le point noir. C'est clair qu'il y a un nombre de sites incroyables en Égypte. Il faut d'énormes moyens pour les entretenir, les surveiller, les protéger du pillage, les restaurer, sans même parler des fouilles. Et clairement, l'Égypte soit n'en a pas les moyens, soit n'y met pas les moyens. Donc il y a des choses faites, mais il faudrait faire plus. Nader el-Médineh, par exemple, la descendrie de la tombe, elle est remplie de sacs en plastique, de déchets qui se sont accumulés là, et c'est pas nettoyé. Mais encore une fois, c'est un coût énorme. Si on formait des archéologues égyptiens, si on formait des directeurs de chantier de fouilles égyptiens, des archéologues locaux, avec des équipes étrangères pour échanger des méthodes, des moyens, voilà. Ça serait effectivement important. Et aujourd'hui, c'est sans doute un blocage dans la recherche en égyptologie. Alors ça ne veut pas dire que rien n'est produit, on a heureusement des productions, mais peut-être que ça pourrait être plus ouvert. Il y a une image, je trouve la bande dessinée géniale pour ça, notamment parce qu'elle donne une image de l'égyptologie à un moment T, mais c'est le mystère de la Grande Pyramide, où il y a un échange entre, c'est Mortimer en l'occurrence, qui parle avec un Allemand qui fouille, où on voit effectivement le système colonial qui est mis en place, où il y a le contremaître, puis il y a le contremaître européen, et puis il y a l'archéologue. La pyramide rhomboïdale ne ment pas. Elle ne s'invente pas parfaite. Elle porte ses erreurs, ses fissures, ses changements d'avis. C'est peut-être la plus humaine de toutes. Et c'est elle que l'on bâillonne, parce qu'elle raconte une autre Égypte. Une Égypte incertaine, vivante, contradictoire, en harmonie avec ses mythes, ses dieux. Ce documentaire n'est pas une leçon d'histoire. C'est une invitation à la réflexion, à la recherche, à ne plus croire aveuglément aux récits ciselés par les guides touristiques et à prendre en considération les croyances de nos aïeux. Sur les réseaux sociaux, c'est difficile. C'est plus facile de regarder un documentaire sur YouTube que d'aller lire un article, même de vulgarisation. Celui qui ne peut pas dire « je me suis trompé », parfois, si on arrive à là, on prend sa retraite, quoi. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être demain, il sera plus bon. Ce que nous croyons connaître de l'Égypte reste provisoire. Et c'est peut-être là que commence la vraie découverte. Nous voulions percer le mystère de l'Égypte, mais c'est sur une façade cartonnée que nous sommes tombés. Illusoire, mais drôlement bien éclairée. Là pour durer. Zarma, les pyramides, prêt à faire taire l'opposition. Système tyrannique, jeune cadre dynamique, qui a la peur qu'il habite, envisage de tout faire péter à la dynamite. Je rappe sous l'œil, vision fendue, Horus regarde même quand je dors. Dans l'air tendu, si le silence pèse de l'or. Canal verrouillé, flux contrôlé, même le Nil baisse la voix. À force de se faire museler, même les plus pieux perdent la foi. Les dieux sont morts, remplacés par des drones. Fausse démocratie, on nous observe depuis le trône. Le passé me regarde pendant que le futur m'espionne. Tandis que le peuple rêve qu'un jour changeront les rôles. Anubis et les data,
Y'a tout qui se mélange, mais on peut pas trop le dire, paraît que la parole dérange. Les mots deviennent des armes quand la peur s'allonge. On dit que c'est de pire en pire, j'ai peur de ce que le futur annonce. Là pour durer, Zerma les pyramides, prêt à faire taire l'opposition, système tyrannique.